Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts Le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui des possibilités d'évolution pour les métiers du médico-social. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Hélène Julliard, conseillère formation sur les pôles sanitaire et social au Greta CFA de l'Ain. Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Hélène, on entend parler des métiers du soin, des métiers du médico-social. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire de quels métiers concrètement parle-t-on ? Alors déjà, je reformulerai en disant qu'on parle des métiers de l'aide à la personne et qu'on identifie clairement les métiers de service, c'est-à-dire des personnes qui vont plus agir sur les notions de tâches ménagères, de repassage, de courses, et puis les métiers du soin qui, eux, se différencient en deux pôles, plutôt soins social, donc accompagnement dans la vie, aussi bien sur le plan administratif que de la convivialité, que des actes aussi de la vie quotidienne, voilà. Et l'autre pôle qui est plus le pôle soins, donc avec cette dimension un petit peu médicale. On identifie 26 métiers différents dans cette catégorie des métiers de l'aide à la personne. Donc voilà, on peut être soignant et donc on est sur un métier vraiment du soin avec une qualification spécifique, identique au métier d'auxiliaire de puériculture, c'est la même chose pour les enfants, et puis des métiers du niveau en dessous, au niveau CAP, où on va être agent de service hospitalier, accompagnement éducatif et social, ou en possession d'un CAP, accompagnement éducatif petite enfance, qui sont là encore des métiers du soin. D'accord. Ce sont effectivement beaucoup de métiers différents. On entend parfois la mention d'accompagnement à domicile ou en milieu hospitalier pour certains d'entre eux. Donc, pouvez-vous nous préciser dans quelle situation et dans quel milieu professionnel l'accompagnant à la personne est amené à travailler ? Alors là, je ferai un tout petit point d'historique. Avant 2019, effectivement, on s'attachait vraiment pour chaque métier à identifier le milieu dans lequel le futur professionnel serait amené à travailler. À partir de 2019, les référentiels ont été revus et maintenant, on forme systématiquement tous ces professionnels aux deux types de milieux, c'est-à-dire les milieux en établissement, en structure, où les personnes travailleront forcément en équipe, et puis les milieux du domicile, où les personnes pourront être amenées à travailler au domicile de la personne et en relation directe. Donc, dans toutes les formations maintenant, on va aborder ces deux types d'espaces, en rajoutant pour les aides-soignants, enfin les personnes qui vont être amenées à travailler en milieu hospitalier, donc les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture dont je parlais tout à l'heure, cette notion effectivement de l'établissement hospitalier, qui est là où on est vraiment à nouveau sur cette dimension du soin. Dans tous les cas, nos apprenants vont être formés aux différents niveaux de communication. C'est-à-dire je communique avec mon patient ou avec mon usager, je communique avec mon équipe, je communique avec ma hiérarchie. Il y a vraiment un gros pôle de formation sur cette question de la communication à tous les étages. D'accord. Donc vous avez évoqué les différents niveaux de formation, vous avez parlé à un moment donné du CAP. Quelles sont les qualifications nécessaires pour travailler en général dans le secteur du soin ? Alors là encore, un petit point avec la réalité. Beaucoup de personnes travaillent sans qualification parce qu'on manque tellement de main-d'œuvre dans ces métiers que toute bonne volonté est bonne à prendre. Maintenant, l'intérêt de se qualifier, c'est vraiment d'avoir des apports théoriques qui vont permettre d'affronter les difficultés de ces différents métiers. Ces métiers, donc, on les prépare soit par des diplômes de l'éducation nationale, donc type CAP, Bac Pro, donc CAP AEPE. Il y a maintenant un CAP Grand Âge, je vais éviter de vous donner trop les sigles. Mm-hmm. Et puis, il y a un Bac Pro Service à la personne. Il y en a un qui a une nuance avec une coloration au milieu rural. Donc là aussi, je vous évite les sigles. Mais donc, on a un certain nombre de diplômes de l'éducation nationale. On a le BTS qui va peut-être plus qualifier les personnes. Donc, c'est une suite de parcours possibles, mais ça va qualifier les personnes plus après sur la dimension administrative de ces métiers. C'est-à-dire que les personnes seront moins sur le terrain en contact de l'usager et plus dans la gestion administrative d'une équipe, par exemple. Et puis, il y a les diplômes d'État, c'est-à-dire des diplômes qui sont rédigés et validés par le ministère de la Santé. J'ai déjà évoqué le diplôme d'État d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture, par exemple. Puis ensuite, on connaît tous les diplômes d'infirmiers pour les illustrer. On peut maintenant
engager ces formations de plus en plus, et presque toutes maintenant, par la voie de l'apprentissage. Ça, c'est la grande nouveauté depuis la loi de 2018. Et le milieu sanitaire et social était très fermé à cette notion de l'apprentissage. Et elle s'ouvre. Ce milieu s'ouvre. On est de plus en plus en train d'intégrer des apprentis dans les équipes. Et les équipes s'en réjouissent, en fait. Alors, il ne faut pas se le cacher, ça leur apporte un secours en termes de main-d'œuvre, mais en même temps, elles se rendent compte de la pertinence, en fait, de pouvoir transmettre à des collègues qui sont identifiés comme des salariés. Donc, en termes de prise de responsabilité, c'est différent d'un stagiaire. Et du coup, la qualité de l'échange et la profondeur de l'échange des pratiques va plus loin. Et finalement, c'est une excellente voie de formation. C'est très intéressant. Oui, quand on passe à l'accompagnement à la personne, enfin, en tout cas moi, la première chose qui me vient, c'est l'accompagnement peut-être aux personnes âgées. Mais ce n'est peut-être pas les seuls types de publics qu'une personne qui travaille dans les métiers du soin peut accompagner. Et non, en fait, l'aide à la personne, elle va se décliner pour toute personne en difficulté d'autonomie. J'allais dire en perte, mais même pas, puisqu'un bébé, et donc pas du tout en perte d'autonomie, il est en pleine acquisition, mais au début de sa vie, il a vraiment besoin d'un accompagnement. Alors c'est l'accompagnement parental qui est le premier, le naturel, mais ben voilà, quand les parents travaillent, qu'ils ont besoin d'être relayés sur leur temps de travail, ben on a besoin de professionnels qui ont ces compétences pour accompagner l'enfant. Et on a tout le milieu du handicap, alors avec des besoins qui sont très différents, puisque le champ du handicap est très large aussi. On a des gens qui vont être accueillis en totalité, hébergement et soins du quotidien. Il y a des gens qui vont être accompagnés dans leurs actes du travail, puisqu'on a des personnes en situation de handicap qui travaillent soit en milieu ouvert, soit en milieu fermé. Et à tous ces niveaux, on a des professionnels qui vont les suivre, les accompagner plus ou moins. Ça peut être un accompagnement du quotidien, sur le lieu de travail, sur le lieu de vie, ou ça peut être des personnes qui seront ressources pour ces personnes en situation de handicap, et donc avec qui l'échange se fera de façon plus distant, mais qui sont vraiment leurs référents. Donc là encore, on a des milliers, on en revient à ces multitudes de métiers de l'accompagnement. Et enfin, et là on est bien sur le champ du social. Et enfin, on a effectivement ce qu'on a tous en tête, la personne âgée. Et là aussi, on a des niveaux d'accompagnement qui sont adaptés aux problématiques. On a une personne âgée qui peut être simplement en perte d'autonomie parce que le vieillissement fait que ses jambes ne le portent plus, ou bien quelqu'un qui est affecté d'une maladie neurodégénérative, où l'accompagnement sera beaucoup plus fin, complet, présent, et demandera donc des compétences différentes. Et là, ça me permet de faire un petit focus sur toute l'actualité de la maltraitance, que ce soit en EHPAD ou en crèche. Et on voit aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où tout le monde peut travailler dans ces métiers et tout le monde est le bienvenu. Mais quand on a une formation, on apprend à appréhender ces situations. Et souvent, c'est parce qu'on sait faire qu'on ne sera pas maltraitant. Il y a deux niveaux de maltraitance. Il y a la maltraitance de bonne volonté, c'est-à-dire je fais ce que je peux, mais comme je ne sais pas faire, je peux devenir maltraitant malgré moi. Et ça, c'est terrible parce que du coup, c'est empreint d'une excellente intention. Et puis, il y a la maltraitance parce que, peut-être aussi simplement parce que j'en peux plus, parce que c'est un métier je suis dans une situation très stressante et que ma soupape ne joue pas son jeu et que je vais devenir maltraitant. Puis après, je mettrai de côté les cas de maltraitance intentionnelle, voilà, c'est pas le sujet. Mais déjà, pour prévenir ces deux premiers niveaux de maltraitance, la formation est la meilleure réponse parce que je vais savoir faire, donc je vais le faire correctement. Et puis, je vais aussi apprendre au travers de ma formation comment je dois me comporter quand je suis dans une situation de ras-le-bol, de difficulté, de stress qui ne me permet plus de prendre le recul, comment je vais m'appuyer sur mon équipe, sur mes collègues et comment je vais pouvoir aller chercher de l'aide. Donc vraiment la formation ne peut pas être exclue pour un bon accompagnement, quelles que soient les situations et les publics. D'accord. Vous avez parlé effectivement de la multitude de métiers. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution à travers ces métiers ? Absolument. Vraiment, là encore, les réformes récentes se sont vraiment posé la question de
comment faire sortir les gens d'une case, ne serait-ce parce qu'effectivement, c'est des métiers très, très exigeants au niveau de la personne, de ce qu'on donne, et qu'on peut se lasser. Donc, à un moment, c'est intéressant de pouvoir faire évoluer les personnes pour qu'elles retrouvent du souffle, de la dynamique, quoi. Et donc, les référentiels ont vraiment été réfléchis en termes de compétences, et cette compétence-là est acquise. Donc, si je postule sur un niveau supérieur en termes ou différent, parce qu'il y a des possibilités d'évolution sur des niveaux identiques, je vais considérer, les référentiels prennent en compte les compétences acquises et les blocs de compétences, et on ne va pas demander aux gens de recommencer. On va leur permettre de bénéficier soit d'allègements, soit carrément de dispenses selon les... On parlait de la communication, et ce module communication, il est sensiblement le même, quel que soit le métier qu'on fasse. Donc ça, si on l'a étudié, si on l'a validé sur un parcours, c'est acquis, par exemple. D'accord. Donc, si on prend un exemple, concrètement, je me dis, j'ai envie de changer de métier, je suis aide-soignante et je veux devenir monitrice éducatrice. Comment ça se passe? Comment je dois m'y prendre? Déjà, il y a plusieurs voies possibles. À partir du moment où vous êtes déjà un professionnel du secteur, vous avez de toute façon possibilité soit de proposer ça en VAE. Ça veut dire que là, on va partir vraiment de votre socle de compétences acquis, et on va identifier ce qui vous manque et vous proposer peut-être une formation complémentaire sur les points vraiment identifiés. Soit vous pouvez rentrer en formation, mais de nouveau, votre premier diplôme et votre expérience vous permettront de bénéficier de dispenses de formation, et donc d'avoir un parcours allégé, on va dire ça comme ça. Ok, donc disons que je suis un adulte, que je veux devenir effectivement monitrice éducatrice. Vous me parlez de la possibilité d'une formation avec des allègements ou d'une VAE. Qu'en est-il du financement? Comment est-ce que je peux faire financer ma formation? Alors là, plusieurs situations possibles. Je reviens sur cette notion de VAE. Donc celle-là, elle est ouverte à toute personne, cette voie de la VAE. Et maintenant, là encore, une réforme toute récente qui permet vraiment d'avoir un financement par l'État. Donc il y a une plateforme qui s'appelle France VAE sur laquelle on va s'inscrire, et puis on rentre dans le cursus, on identifie le diplôme souhaité. Plus besoin d'avoir une année, voire plus d'expérience. Il suffit juste d'avoir une cohérence. Mais cette cohérence, elle sera vérifiée par un accompagnateur ou une accompagnatrice qui prendra rendez-vous avec vous et qui aura un premier entretien pour étudier la situation, votre situation et la faisabilité de votre projet. Donc là, même s'il y a des besoins de formation complémentaire, le cursus financé par l'État, je le redis, c'est 70 heures de formation possible. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est vraiment très très aidant et dont il faut s'emparer. Deuxième situation, vous êtes dans une structure qui a besoin de cette évolution que vous souhaitez avoir, donc de moniteur éducateur en l'occurrence, et votre employeur peut vous proposer 3 solutions. Soit un contrat de pro, donc vous devenez apprenti pendant une année en gardant votre salaire et c'est l'employeur qui paye votre formation. Soit de la PROA, qui est un dispositif vraiment à disposition des employeurs et qui permet un peu dans les mêmes conditions que le contrat pro. C'est très intéressant dans le cas de situation où il y a des allègements, en fait, effectivement, parce que ça permet vraiment de trouver la bonne maille entre le temps que je dois passer en centre de formation, le temps que je vais passer sur ma structure. Ça sous-entend que dans votre structure, vous pourrez mettre en œuvre les compétences du diplôme que vous travaillez. Enfin, le Transition Pro, l'association Transition Pro, qui met des fonds à disposition. Soit je veux faire une totale reconversion, et là, je vais me retrouver une année complètement en formation, je n'irai plus à l'entreprise, mais je bénéficie de mon salaire. Et je suis donc stagiaire dans une structure qui va m'apporter les compétences souhaitées. Soit au sein même de ma structure, je vais évoluer sur un poste différent, donc dans le même champ d'activité, on est d'accord, mais qui me demande l'acquisition de compétences nouvelles. Donc là, quand je suis au travail, dans une entreprise, j'ai vraiment des solutions à ma disposition pour trouver des solutions de financement et généralement bénéficier du salaire dont j'ai besoin, puisque voilà. Enfin, on ne peut pas passer sous silence pour les plus jeunes, les moins de 29 ans, la formation en apprentissage, qui est maintenant, je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus en vogue, et c'est tant mieux.
Très bien, merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. Peut-être un mot de la fin ? Oui, c'est vraiment un secteur d'activité qui manque cruellement de personnel et donc de personnel qualifié, vous l'avez bien compris. Donc c'est vrai que j'espère que les personnes, les jeunes générations notamment, mais même souvent des personnes qui ont fait un travail, je dirais alimentaire et qui tout d'un coup ont envie de se réaliser dans leur emploi, vont se tourner vers ces métiers. On a vraiment besoin de compétences dans ces métiers. Merci. Merci beaucoup Hélène. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers du médico-social, je vous invite à contacter votre CRETA CFA de proximité. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.